Je suis ravie d'être avec toi, Aurélia. J'ai découvert Salut. J'ai découvert tes contenus sur les réseaux sociaux un peu par hasard, sur Instagram notamment. Tu proposes des conseils sur comment utiliser l'IA au service de sa stratégie marketing et commerciale, mais aussi des conseils un petit peu plus organisationnels. Mais le mieux, c'est que je te laisse te présenter et nous présenter ton expertise. Écoute, Aurélia, la fondatrice d'Aurel IA, du coup passionnée de tech et d'humain depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et pour te dire, moi j'étais focus dans l'IT déjà il y a 10 ans, spécialisée en IA, en cybersécurité, 2 sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et maintenant, j'accompagne les boîtes, les entrepreneurs, solopreneurs, également les PME ou ETI à automatiser leurs process et principalement focus sur la partie commerciale, marketing et aussi opération. Okay. Mais voilà, passionnant. L'IA répond parfois mieux que les humains dans certains contextes. Est-ce que tu penses qu'un jour la fonction commerciale pourrait être totalement remplacée par l'IA ? Écoute, je peux pas te dire non, parce que, tu vois, on ne sait pas de quoi est fait demain, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées, que ce soit fonction commerciale et marketing, mais t'as quand même une partie moi j'ai un parti pris, c'est que l'humain achète de l'humain. Tu vas acheter de l'humain parce qu'en fait t'es convaincu par parce qu'il a communiqué sur les réseaux, t'es convaincu par sa manière d'être, parce qu'il est fiable, loyal, réglo, parce qu'on te la reco. Donc tu vois toute la partie sourcing, donc elle est bien ciblée au maximum ses recherches, tu vois, sur Sales Navigator, pouvoir faire tout ce qu'on appelle le copywriting, tu vois, des messages impactants et pas des messages des pavés comme on voit qui donnent pas du tout envie de lire, qui tuent l'automatisation. Script de vente, prospection téléphonique de plus en plus, ça marche super bien aux États-Unis, ça prend un peu de retard en France. Ouais, des robots qui appellent carrément les prospects et les clients. Ça marche du feu de Dieu. Aux États-Unis, ça marche. La partie qui a encore un peu plus, je pense, de temps devant nous, c'est la partie closing et relation client. Les gens achètent des gens, l'humain. S'il est empathique, en tout cas il s'est pas trompé de métier, il va comprendre toutes les subtilités dans ce genre de meeting que l'IA va pas encore comprendre aujourd'hui. Les études le montrent, il y a une énorme fatigue digitale auprès des salariés aujourd'hui. On jongle entre plusieurs outils, on a plein de micro-tâches à faire au quotidien sur notre CRM, sur nos différents tools. L'IA, ça va vraiment être une réponse à ça. Et derrière, ça va permettre aussi au commercial de positionner sa valeur sur du contact physique, émotionnel, créer de la relation. Donc son métier va être plus agréable. In fine, et il va être plus productif. Je crois qu'il y a une étude qui montre que on peut gagner jusqu'à 40% en productivité en utilisant l'IA aujourd'hui. Toutes ces tâches dont tu parles, moi je les vois côté automatisé, donc les commerciaux ils n'ont pas forcément besoin de remplir le CRM manuellement, etc. Ouais. C'est des choses qui se font automatiser. La base de CRM, quand tu sais qu'il y a 30% de ta base qui est plus accurate au bout d'un an, tu sais qu'au bout de 2 ans c'est mort quoi. Ta base elle est obsolète. Au moins si t'as de l'intelligence artificielle ou de l'automatisation, parce qu'on met beaucoup d'intelligence artificielle à tous les niveaux. Alors il y a aussi beaucoup de sujets d'automatisation sûr, ouais. ou en lien avec l'IA. Ça, effectivement, ça remplace pas, mais toute la partie sur laquelle il travaillait avant, qui n'a aucune valeur ajoutée, là il peut l'automatiser avec l'IA. Ouais. Quand on parle enrichissement de données, c'est un point qui est hyper impactant pour l'IA, parce qu'effectivement, ce qui concerne l'IA, parce que si je prends l'exemple par exemple des agents inclus dans le CRM qui vont t'aider à synthétiser des données, à faire des actions, ces agents CRM, ils vont se reposer sur la data. Donc la partie enrichissement de données, effectivement, est hyper importante. Et tu as des outils d'enrichissement de données, aussi des outils de retranscription de rendez-vous qui peuvent permettre derrière d'aller qualifier directement ton CRM sur les personas, sur les timelines, des choses comme ça. Cette partie, franchement, elle date d'il y a 10-15 ans, même encore plus. Tout ce qui est data quality, en fait, c'est que, ok, t'as beau avoir des données, peu importe dans ton CRM ou n'importe où, mais si cette donnée, il n'y a pas la quality, entre guillemets, derrière, ça sert à rien en fait, parce que tu vas utiliser quoi, de l'IA sur des données obsolètes. Dès que tu arrives sur des entreprises qui ont beaucoup de volume de données, c'est souvent un énorme pain point, la data quality. Le décor est planté, on va passer au cœur du sujet. Donc on vous a prévu pour ce contenu un plan en 3 parties. Dans une première partie, on verra tu nous présenteras quelle est la seule façon de cartonner en sales en 2025. Dans une deuxième partie, on verra comment optimiser ses ventes avec l'IA. Et dans une troisième partie, on verra comment tirer parti de son CRM grâce à l'IA. Ça me va. Donc, Aurélia, vendu, ça te va comme programme? Ça me va, nickel. C'est quoi la meilleure façon de cartonner en sales en 2025? Écoute, il y a une stratégie qui s'appelle l'all-bound. Et à mon sens, pour moi, c'est la seule stratégie qui va vraiment cartonner en 2025, parce que
Pendant longtemps, là, dernièrement, tu avais ce qu'on appelle l'outbound. L'outbound, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est la création de campagnes automatisées multicanales qui permettent, de générer du lead. Donc, en somme, d'aller chercher, exactement, d'aller chercher les clients. Ça, cette stratégie, elle marche depuis pas mal de temps. Elle marche bien si effectivement tu as le bon process qui va avec. Elle marche hyper mal si ton copywriting il est horrible entre guillemets, ou en tout cas il résonne pas avec les désirs, le comportement d'achat, les pain points de tes clients. Mais donc tout ce qu'on appelle l'outbound, du coup, c'est un mix entre l'outbound et l'inbound. Donc l'outbound, on l'a décrit, c'est le lancement de ces campagnes d'automatisation. Et après, tu as la partie inbound. Inbound, c'est comment faire pour que les clients viennent directement à toi, en justement publiant du contenu. Ah mais non, c'est trop long de publier du contenu sur les réseaux sociaux. Faux. Alors oui, effectivement, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais maintenant aussi tu as des process ou des d'IA qui fonctionnent hyper bien avec ton ton de voix, qui peuvent te faire des posts, des carousels, je ne sais quoi, des blogs hyper rapidement. Création de contenu que tu vas pouvoir mettre en place pour apporter de la valeur à ton audience et du coup les faire venir directement à toi. La stratégie des deux, en fait, de cumuler l'inbound et l'outbound, et aussi tout ce qu'on appelle setting IA, ça va être si tu es submergé par les demandes entrantes, etc., pouvoir avoir une IA qui va répondre dans tes inbox à tes messages, à tes commentaires, etc. Donc je dirais c'est toute la stratégie, ce qu'on appelle l'allbound, c'est l'inbound, l'outbound. Pas en oublier ni l'un ni l'autre. Je vois beaucoup d'entreprises qui investissent de l'énergie sur la partie commerciale, donc l'outbound, la prospection, etc., qui omettent justement toute cette partie inbound, marketing, création de contenu, alors qu'en fait, ça a une énorme valeur ajoutée. C'est ça qui fait qu'à long terme, l'entreprise, elle va connaître de la croissance scalable, si je puis dire. L'IA vient répondre à cette problématique on n'a pas la bande passante pour créer ces contenus, on n'a pas la méthode, puisqu'aujourd'hui, on peut être assisté, en fait, dans cette création. Des petits tips, mais je vois beaucoup d'entreprises qui publient sur la page entreprise. Alors déjà, honnêtement, les stats, quand tu publies sur la page entreprise, ça sert à rien. Alors tu peux republier, moi je republie parfois sur ma page entreprise, etc. Mais la portée, elle va être 10 fois plus importante quand je dis si tu publies d'un compte personnel que si tu publies d'un compte entreprise. Donc déjà, c'est le petit switch à faire d'avoir des ambassadeurs. Ça se fait de plus en plus, je trouve. Enfin moi j'avais aussi beaucoup accompagné des ESN ou autres, mais en fait qui choisit des ambassadeurs, des personnes en qui ils ont confiance, voilà, qui ont envie de porter la bonne parole entre guillemets, de s'exposer, partager son expertise, tu vois, c'est faire du personal branding. Ouais, voilà, développer le personal branding. Donc tu sélectionnes effectivement ces ambassadeurs qui vont eux pouvoir publier du contenu sur les réseaux en page perso. Mais après, bien sûr, tout un tas de différents systèmes. Soit tu as des assistants IA tu fais une note vocale, bon, le post il est rédigé parce que tu as déjà des insights sur ce que tu veux donner. Et moi, je suis convaincu qu'entre les posts pourris LinkedIn et les bons posts, c'est les insights métiers qui font toute la différence. Donc, si tu es bon dans ton domaine, tu devrais pas trop avoir de soucis. En principe, si tu lui donnes les bons insights, le résultat sera bon. Tu as aussi la matière qui est un peu plus industrielle, tu vois, où tu vas pouvoir aller chercher les flux RSS d'articles de blog, de newsletters que tu aimes bien, des réels de tes influenceurs préférés ou j'en sais rien. Tu vas pouvoir collecter toute cette donnée. Et toute cette donnée, tu vas pouvoir la mettre dans un espace de travail à disposition de tes équipes marketing pour qu'elles puissent avoir les idées en temps réel, quoi. Les idées sur l'actualité, les idées sur ce qui se passe peut-être chez le concurrent, les partenaires, même les clients, tu vois, un peu être au courant des nouveautés des news de tes clients. Et après tout ça, tu vas avoir un espace de travail où tu vas retrouver globalement l'ensemble des actualités. Après, en 2 clics, tu peux publier automatiquement sur les plateformes qui t'intéressent, quoi. Donc, oui, je comprends que avant, ça prenait du temps, mais maintenant, non. Tu parles effectivement des réseaux sociaux. Toi comme moi, on adresse le B2B, donc on adresse des entreprises. Et c'est vrai que pendant longtemps, on se disait que Facebook, Insta, c'était plutôt pour le B2C. En fait, que publier des contenus sur ces canaux, ça fonctionnait pas très bien au niveau du marketing digital B2B. Finalement, tu es en train de nous dire que c'est pas vraiment le cas et que ça fonctionne aussi. 80% de mon business, hors mon réseau, vient des réseaux sociaux, vient de Instagram, de Facebook, de LinkedIn. Et Instagram, c'est une grosse plateforme. Tu vois, Facebook aussi. Tu vas pas du tout avoir la même population. Et je le vois même dans les commentaires et etc., comme on discutait tout à l'heure. mais Insta, Facebook... TikTok, je trouve que c'est plus la nouvelle génération, tu vois, et c'est plus ou Twitch. Oui, voilà, je suis pas encore passée à Twitch non plus, mais TikTok, ça peut être pour tester, tu vois, ou pour un peu voir comment ça réagit.
Mais Instagram, Facebook, c'est 2 plateformes qui peuvent être très très bien utilisées en B2B. LinkedIn, bien entendu. Finalement, les C-level, les décisionnaires, les managers, eux aussi, ils sont sur Insta. Donc, ils sont susceptibles de voir tes contenus et d'avoir envie d'en savoir plus sur tes services. Tu peux tout poster globalement sur les différentes plateformes et tu peux avoir un peu de posts, un peu de carrousel éducatif, tu peux avoir des news, tu peux avoir des vidéos. Si t'adresses un peu tous ces différents formats, là, dans ce cas, bien sûr. Ouais, t'es en 360 et on te voit de partout. Alors, on va passer du coup donc à la deuxième partie. L'idée, c'est de pouvoir proposer des conseils sur comment optimiser ses ventes avec l'IA. Comment on peut optimiser son copywriting, par exemple, dans une séquence de prospection email. Optimiser ses scripts de vente avec l'IA. Je pense que la première chose qui est essentielle, c'est déjà de bien cibler les prospects. Tu vois, quand je vois des campagnes, sauf exception, avec 5000 personnes dans la campagne, pas du tout de personnalisation, aucun ciblage, ça c'est no-go. Ces messages vont pas du tout être personnalisés, personne va avoir envie de les répondre ou même de les lire. De les lire, en fait, ça va aller à la poubelle directement. Donc je pense que la première partie, c'est, et là encore, il n'y a pas besoin d'IA. C'est du ciblage, c'est ciblage bête et méchant. Tu vas sur Sales Navigator, tu fais bien la méthode ABM, Account Based Marketing, donc tu vas déjà cibler les entreprises qui sont entre guillemets tes flammes jumelles de tes clients actuels. Tu vas regarder des points qui vont être similaires, tu vois, est-ce que c'est le secteur d'activité, est-ce que c'est la taille d'entreprise, est-ce que c'est le poste, j'en sais rien, mais en tout cas avoir des entreprises qui vont avoir les mêmes critères, parce que forcément si tu travailles, je ne sais pas, chez Veolia, mettons, il est possible que Suez ait les mêmes sujets. Après, l'idée c'est pas non plus d'aller voir toujours les mêmes concurrents, mais c'est au moins de trouver des patterns entre tes clients actuels et tes clients futurs. Donc déjà, ciblage sur Sales Navigator, je pense que c'est la base de la base. Ou sinon, tu utilises des outils, après tu peux utiliser des outils d'enrichissement. Encore une fois, là on n'est pas forcément, on peut avoir de l'IA, mais on est sur de l'automatisation. Tu as des super outils comme Human Linker. Ouais. Ou là, Human Linker, ça te permet parfois de skip la phase Sales Navigator. Moi, je la garde toujours parce que, le ciblage, c'est hyper important pour moi. Mais voilà, tu vas avoir des outils comme Human Linker qui vont aussi te permettre de très bien connaître qui sont tes clients. Ouais. Pour moi, ça arrive un peu à l'étape d'après quand t'es dans une démarche effectivement d'engagement et que t'as besoin d'avoir un point d'entrée, un point d'accroche, de comprendre ton persona et de voir comment tu vas pouvoir trouver des icebreakers pour l'engager. Pour savoir ce que tu vas leur dire, faut bien que tu saches qui ils sont. Après, t'as aussi ChatGPT. Quand je dis ChatGPT, c'est ChatGPT, Claude, Mistral. Tu peux aussi utiliser des outils d'IA pour demander clairement à l'IA, écoute, voilà, voici mon persona, voici ce que je vends et à qui. Essaye de me permettre de mieux comprendre mon audience. Dis-moi quelle est mon audience, quels sont ses pain points, ses comportements d'achat, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit, tu vois, et d'aller un peu plus loin, tu vois, tu peux rajouter pas mal de critères, qu'est-ce qu'ils désirent, quelles sont leurs, ce qu'on appelle misconceptions, choses qui sont persuadées alors que c'est faux, tu vois, et comme ça au moins, déjà c'est la base. Tu sais exactement à qui tu t'adresses, tu sais que, s'il est directeur général, il va pas avoir les mêmes problématiques que si c'est un DAF. Là, après, c'est la phase où tu fais un bon copywriting, le mix humain plus IA. Donc là, ça va être, je dirais, du feu de Dieu, parce que du coup, c'est toutes les insights, toutes les subtilités, effectivement, que toi tu connais sur ton marché, que l'IA ne connaît pas. Faut pas prendre pour argent comptant tout ce que dit ChatGPT, tu vois. Mais oui, c'est ça. Faut toujours, même moi, je l'utilise pas mal pour rédiger des scripts de vente ou rédiger des séquences d'emails, des choses comme ça. Bien sûr, j'ajoute une patte personnelle. Je prends un peu de recul sur ce qu'il me dit. J'ajoute un peu plus d'humain. J'ajoute des éléments additionnels pour le compléter. Donc, faut pas prendre tout au pied de la lettre, mais effectivement, ça te crée la structure de base. Exactement. Et tu vois, moi, je fais exactement la même chose que toi. Tu vois, même dans notre process, nous, quand on accompagne des clients, tu vois, ils ont un assistant IA à chaque étape. Tu vois, donc déjà pour bien cibler sur 16 nav. Après pour faire le copywriting, tu vois, pour faire les scripts de prospection, etc. Mais en soi, tous les tips, tu vois, moi les insights que j'ai, l'IA forcément, sur ces tips, elle les connaissait pas. Moi, les campagnes de prospection qui marchent du feu de Dieu chez moi, je vais pas te dire exactement. Tu vas me dire tout ça, tout ce que je mets. Mais parfois tellement simple que c'est banger, quoi. Oui. C'est tellement. Mais finalement, c'est ce qui donne à l'impression. Plus c'est simple, plus la personne n'a pas l'impression que c'est un robot qui s'adresse à elle, et plus elle peut potentiellement répondre à ça. Bien sûr. Donc finalement, la simplicité. Mais
Mais j'ai challengé ChatGPT. Donc moi, je suis commerciale, j'essaye de te prospecter, toi, Aurélia. J'évoque, voilà, je cherche à prospecter Aurélia pour lui vendre de l'accompagnement sur HubSpot. Elle a une activité de conseil en IA, marketing et sales. Elle est très occupée, elle fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Comment je peux l'approcher avec un email engageant? Donc au début, il m'a fait une réponse un petit peu, j'adore vos contenus, vous apportez une vraie valeur à l'IA, je sais que votre temps est précieux. Et je trouvais ça un peu trop formaté. Ouais. Donc du coup, je lui ai demandé... donne-moi un ton un petit peu plus familier quand même, parce que voilà, c'est une influenceuse, enfin entrepreneur à la base, mais effectivement t'as cette casquette personal branding très présente sur les réseaux. Et donc il m'a proposé une super réponse que j'ai trouvé vachement bien, qui a l'air beaucoup plus friendly, comme si vraiment je venais m'adresser à toi demain et que je t'envoyais un petit message. Donc ouais, ça fonctionne bien. Ouais, t'es allé voir aussi sur Humanica, parce que Humanica il permet de te faire un détail quand tu télécharges l'extension. Après tu peux aller sur le profil, tu peux savoir quel type de personne c'est. Et tu peux aussi savoir tout ce que j'ai pas envie. Sur Humanica, c'est ça dont tu parles, je pense, mais il y a une fonctionnalité que j'adore, c'est le disque de couleurs. Donc où tu vois un petit peu la personnalité de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un plutôt de easygoing, créatif, qui est enthousiaste, ou est-ce que c'est un C-level qui a pas du tout le temps, qui est très occupé, donc qui va vouloir des messages droit au but. Si t'es allé voir, t'as dû voir qu'avec moi c'est straight to the point. Mais bon, après, tu vois, il y a aussi toute cette chose, c'est que l'IA ou l'automatisation va pas comprendre toutes les subtilités que si effectivement t'es face à moi. La prise de décision, que ce soit des décisionnaires ou même de gens en règle générale, c'est rarement basé sur du rationnel. C'est souvent basé sur de l'émotionnel. Donc finalement, c'est tout ce qui fait cette petite qualité de la relation, ce contact que t'as eu avec ton commercial, avec la personne. Les gens achètent des gens. Donc en fait, et je pense que déjà le commercial, moi je voyais beaucoup de commerciaux qui sont du style vas-y achète, mais en fait c'est même pas, t'en es même pas là quoi. Oui. Et est-ce que t'es allé voir la personne, est-ce que t'es allé lui demander c'est quoi ses problématiques, parce qu'entre les problématiques que le mec te sort et quand tu creuses un peu ces réelles problématiques, il y a deux salles deux ambiances quoi. Donc après l'IA elle peut t'aider à poser les bonnes questions, tu vois, avec la méthode Challenger Sales par exemple. Moi j'ai une méthode que j'aime beaucoup, tu vois, je demande souvent, tu vois, j'ai créé des petits assistants IA pour me challenger sur les bonnes questions, tu vois, les questions qui dérangent un peu, tu vois, mais qui te font vraiment sortir de la pain point. Les gens adorent qu'on les challenge, en fait. C'est comme ça qu'ils prennent conscience de leurs problématiques. C'est pas du tout là que tu dois aller, en fait, c'est là. Donc après il faut savoir aussi, faut répondre, tu vois, à la demande de la personne, mais moi j'ai aucun mal à lui dire écoute, voilà, moi si tu veux je peux t'accompagner sur ça, mais je pense pas que c'est ça dont t'as besoin. Oui, l'IA elle peut te donner des super questions challengeantes, mais toi va les poser, tu vois, plutôt que de vendre à tout prix ton produit, intéresse-toi à la personne, tu vois, pose des questions, c'est la base du commercial. La qualification, effectivement, on dit que sur un premier rendez-vous discovery, normalement c'est ton prospect doit parler à 70% et toi tu dois maximum parler à 30% et surtout poser des questions pour comprendre le projet, comprendre les pain points. Je voudrais parler de la transcription d'appels. J'ai découvert des outils très intéressants. J'ai découvert Praise, Nuta, je sais pas si tu connais. Ça permet de préprogrammer des sortes de templates de qualification. Donc si tu utilises par exemple la méthode MEDDIC ou le GPCT ou n'importe la méthode de qualif que tu utilises, tu peux préprogrammer ton template et derrière en fait quand tu fais ton rendez-vous, le call est enregistré et la synthèse est créée en fonction de ce template. Est-ce que toi c'est des outils que tu utilises au quotidien? Je connais, je suis assez fan. Je t'avoue que moi j'en ai un qui me plaît par-dessus tout, c'est Dictei, pour une question de transcript d'anonymisation des données, parce que en général les commerciaux et qu'on me dise pas que c'est faux parce que je les ai vus en meeting, etc. Tout le transcript qui est pas du tout anonymisé, il le balance dans le chat GPT, donc aucune confidentialité des données, aucun respect du RGPD, enfin bref, no go. Qu'est-ce qu'ils en font de ces données d'ailleurs, chat GPT? Je me suis toujours posé la question. Est-ce qu'ils l'utilisent pour leur machine learning derrière ou... Alors déjà de base, oui. Si t'enlèves pas la case déjà sur le fait qu'il puisse entraîner son modèle avec tes données, déjà effectivement oui, il utilise tes données. Même moi, je suis en abonnement Teams, donc ils me garantissent que effectivement, ils entraînent pas mes données, leur modèle sur mes données. Tu dois faire attention à ce que tu mets dedans. Si t'as, quand je vois, moi, ça me fait doucement rigoler, des brevets qui sont challengés par ChatGPT, bah non, en fait, tu fais pas ça. Certes, la probabilité est extrêmement faible pour que ton concurrent tombe sur tes données. Bien de base, pour tous les sujets, hein. Or, IA, c'est mot de passe, double authentification, c'est la base de la base. Tu mets pas ton prénom et ta date de naissance en mot de passe. C'est non, c'est. T'as pas le Word aussi
appli avec tous tes mots de passe. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ou les post-it dans le train, l'ordi ouvert, tu vois. Moi, j'utilise LastPass pour mes mots de passe. C'est un coffre-fort. Ça marche très très bien, très facile à utiliser. La DSI te dit qu'il faut utiliser cet outil-là plutôt qu'un autre. T'inquiète que le mec, il a déjà bossé avant pour savoir quel outil d'IA il va choisir, tu vois. Donc, évite de choisir d'autres outils d'IA. Une fois que t'as ça, tu peux, du coup, beaucoup plus créer des assistants IA. Créer des assistants IA pour tout un tas de choses, pour ce qu'on a dit, les scripts de vente, pour là justement ce que tu as montré sur Human Linker, personnaliser la proposition de valeur, pour faire des propositions commerciales, la gestion des objections. Tu vas paramétrer ces assistants IA pour qu'ils puissent remplissent l'ensemble de ta proposition commerciale du contexte jusqu'au closing. Est-ce que tu connais la différence entre un assistant IA et un agent IA? La différence en soi entre les deux, c'est surtout l'autonomie derrière. Donc l'assistant IA, tu vas lui demander quelque chose, il va te répondre, en gros. L'agent IA, c'est un agent qui va pouvoir prendre des décisions autonomes. Un assistant IA, effectivement, en gros, tu vas pouvoir le challenger, il va pouvoir t'apporter des réponses, etc. Alors qu'un agent IA, il va interagir avec un environnement. Donc, par exemple, les agents IA dans les CRM, ils sont inclus dans le CRM, donc ils ont la capacité d'interagir avec le CRM, de faire des actions sur l'outil, sur l'environnement, l'univers. Alors que l'assistant IA, il va plus arriver en complémentarité finalement d'un écosystème donné. Absolument. Ça m'emmène à un troisième sujet. Alors, chez HubSpot, il y a un agent IA qui est intégré qui s'appelle Breeze. Ce qu'on fait, c'est surtout en fait, il faut que le CRM ait une ouverture, donc comme Pipedrive ou comme HubSpot, pardon. Mais si tu as une API, après nous on peut jouer sur pas mal de choses. On peut actualiser ton CRM, on peut lancer ta campagne outbound. Il faut que ce soit tes données soient sur HubSpot ou sur différents CRM. Tu vois, donc tu as besoin au moins d'une API pour pouvoir jouer, pour pouvoir envoyer des SMS, des vocaux automatisés, pour pouvoir faire tout un tas de choses, pour pouvoir actualiser les données de ton CRM. Sur HubSpot, je dirais qu'il y a deux sources d'IA potentielles. Il y a effectivement l'agent IA qui est vraiment intégré au CRM, qui a été développé par HubSpot et qui est vraiment un agent intégré totalement. Et après, il y a tout l'écosystème d'outils que tu peux plug. Déjà, tu as toutes les intégrations natives où il n'y a même pas de développement à faire, qui sont déjà intégrés à HubSpot et t'as juste à aller sur la marketplace et les installer. Et après, il y a effectivement les intés que tu peux développer, peut-être avec aussi des consultants spécialisés qui vont développer des API entre HubSpot et d'autres solutions et qui vont du coup aller chercher des solutions d'IA qui peuvent peut-être enrichir tes données ou des choses comme ça. HubSpot, c'est un des CRM les plus complets du marché en soi. Donc ça dépend effectivement comment tu l'utilises, mais je trouve que ce qui est hyper bien, c'est que aussi avec HubSpot, c'est que t'as pas forcément que la partie sales ou la partie marketing, c'est vraiment, tu vois, un all-in, tu vois. C'est 360, c'est ça. Et souvent, il y a des clients qui rentrent par le sales et qui derrière prennent conscience de leurs problématiques marketing et donc vont évoluer sur du hub marketing ou du hub service client, parce que HubSpot fait aussi du service client maintenant. Et ils ont créé des nouvelles briques aussi qu'ils appellent notamment le hub opération. Donc là, c'est un hub qui est vraiment focus data. Okay. Et du coup, qui va servir à travailler la qualité de tes données, l'architecture de données, tes doublons, enfin voilà, tous ces sujets de data. Revenir sur l'agent IA intégré à HubSpot. Donc, tu as une partie qu'ils appellent Copilot. Donc, Copilot, c'est vraiment le petit chatbot à qui tu vas pouvoir poser des questions. Tu peux lui demander de générer des listes, de générer des deals, de créer des contacts. Voilà. Okay. Tu as des outils un peu plus pour synthétiser de la donnée. Donc, par exemple, tu vas lui dire j'ai un deal en cours avec Elon Musk. Donne-moi une petite synthèse de qu'est-ce qui s'est passé. Il va te dire voilà, vous avez commencé à échanger à telle date. Tu t'adresses à telle persona. Et après, tu as des outils aussi d'enrichissement que tu peux utiliser. Donc par exemple, tu vas lui dire donne-moi une liste d'entreprises en France de moins de 25 salariés qui utilisent WordPress en CMS par exemple. Okay. Et là, il va te sortir une liste. Donc toi, tu vas pouvoir tout de suite enrichir ta database basée sur ces critères-là. Spot, ça fait à peu près ça fait 2 ans qu'ils communiquent beaucoup sur l'IA. Alors dès qu'il y a eu le boom ChatGPT, je sais pas si tu le savais, mais ChatGPT, c'est la techno qui a une adoption la plus rapide de l'histoire. Je comprends. Ouais, on comprend pourquoi. Directement, évidemment, des gros éditeurs comme HubSpot ou Salesforce se sont dit, attends, nous, il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur l'IA. Ils ont développé ces agents. Alors, au début, c'était un peu early stage, mais au fur et à mesure, on est vraiment sur des choses qui arrivent, qui sont de plus en plus quali, de choses qu'on peut faire sur le CRM. Et à mon avis, ça va faire que. C'était obligé, HubSpot, vu comme ils sont leaders sur leur marché, tu vois, ils pouvaient pas ne pas passer à côté. Et quand tu vois maintenant, c'est tragique, hein, mais il y aura 2 types de boîtes. Celle qui passe à l'IA, celle qui passe. Je suis entièrement convaincu. Pas de débat, quoi. Mais même au-delà des boîtes, il y aura aussi 2 types d'humains. Tu parlais d'inégalité. C'est qu'il y avait une étude, il me semble que c'était BCG, qui disait qu'il y avait un écart entre les top performers, tu vois, et les un peu moins bons. Il y avait 22% d'écart avant l'IA. À l'ère de l'IA,
c'est redescendu à 4%. C'est une énorme opportunité, tu vois, pour, entre guillemets, reprendre son pouvoir. Mais après, le monde de demain, on sait pas vraiment encore où ça va. J'ai l'impression, finalement, que l'IA va redonner du pouvoir aux individus. Il n'y aura plus une concentration du savoir et du pouvoir, vu que tout le monde aura accès au même niveau d'information. Potentiellement, il va y avoir des monopoles ou des grosses entreprises qui vont commencer un petit peu à descendre, et des individus qui vont commencer à monter. Et donc, il y aura de plus en plus de freelance. Et on sera plus sur des systèmes, je pense, de collaboration avec beaucoup de freelance, d'indépendants, que des systèmes hiérarchiques avec des entreprises. Alors, il y en aura toujours, évidemment, pour certaines industries, pour certains besoins, mais de plus en plus d'individus, finalement, qui collectivement travaillent ensemble et montent grâce à l'IA. En fait. C'est très smart ce que tu dis. Je pense exactement la même chose. Et le côté négatif, c'est toute la lutte contre la désinformation. C'est en fait, bah oui, bien sûr, tout le monde a accès à ce savoir. Mais qu'est-ce que t'en sais que ce savoir, il est véridique? Aujourd'hui, là, je pourrais même faire le test, si tu veux, mais tu peux changer ma tête en mettant Elon Musk. À partir du moment où tout le monde peut déformer, utiliser l'information à sa guise et en faire ce qu'on en veut, comment tu discernes le vrai du faux? Et c'était déjà le cas avec les réseaux sociaux. Trouver une information et son contraire dans l'espace de 2 minutes. Et j'imagine qu'il va y avoir justement des contre-pouvoirs, c'est toujours comme ça au niveau de la cybersécurité, peut-être notamment pour certifier des données, donner des sources véridiques. Tout ce qui est la différence, ça sera la pensée critique, tu vois, c'est le fait, de prendre un peu de recul et que tu vois, de pas croire tout ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux. J'aperçois que du coup, avec ChatGPT, on a tous les mêmes prompts, tu sais, pour créer des calendriers éditoriaux. Donc, fais-moi 30 jours de réel avec des sujets divertissants, j'adresse le B2B. Et du coup, sur les réseaux, il y a beaucoup de redondance, c'est-à-dire de contenus qui finalement sont les mêmes, répétés par des personnes différentes. Et une de mes inquiétudes, c'est que ça fasse baisser la créativité des gens et que finalement on se retrouve à regarder les mêmes contenus en boucle. Ce qu'ils font les autres, c'est génial, mais c'est pas toi. Tu vois, donc c'est la différence de pas copier-coller bêtement ce que les autres font, mais voilà, d'être un peu plus créatif et tu sois toi-même, tu vois, ça sert à rien de vendre. Moi, je serais incapable de vendre un truc auquel je crois pas. Merci beaucoup Aurélia, en tout cas pour cet échange. Plaisir partagé. Du coup, comment est-ce qu'on te suit? Comment est-ce qu'on te trouve? Si on veut travailler avec toi, comment ça se passe? Écoute, tu peux me trouver soit sur LinkedIn, Aurélia, SCHECK, soit sur Instagram ou Facebook ou voilà, aurel.ia.schECK. Voilà, et avec plaisir pour échanger. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est l'agent IA qui vous répondra, mais en général, lors du meeting, ça sera bien moi. J'espère que ce sera toi. Ce sera moi, c'est sûr. Bon, bah super. Merci. Merci à toi.